Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième LinkedIn Live de la Lucarne. On est ravis de vous retrouver. On sait qu'il y en a certains qui nous suivent depuis les derniers LinkedIn Live, donc ça c'est super. Donc je suis Anne-Sophie Marchal de la Lucarne. Avec Sarah Terrier, nous allons leader ce live avec Marta Sofia dos Santos du Château de Chillon. On est vraiment ravis qu'elle ait pu nous rejoindre aujourd'hui pour parler de management dans le secteur culturel. On verra un petit peu ses spécificités à elle, la façon dont elle envisage le management et puis quelles applications on peut en tirer par rapport au grand secteur culturel, en tout cas secteur musée, patrimoine. Sarah, tu vas t'occuper du coup du chat comme d'habitude. Exactement, donc profitez du chat et de ce live pour poser toutes vos questions, vos commentaires. J'essaierai d'y répondre ou de transmettre bien sûr vos questions à Martha tout au long de ce live. Sachez également que le replay bien sûr sera disponible sur LinkedIn, mais également sur notre chaîne YouTube. Et dans le descriptif, vous retrouverez quelques liens peut-être qui seront cités lors de ces échanges, et puis aussi sites web et autres du château. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Donc, Martha, encore merci d'avoir accepté cette invitation. C'est hyper chouette de t'avoir en live avec nous. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas et qui ne connaîtraient pas le château de Chillon, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation générale, s'il te plaît? Alors, merci Anne-Sophie et Sarah de m'avoir invitée à cette rencontre virtuelle. C'est la deuxième, je crois, que je fais pour ma carrière, donc vous m'excuserez. C'est pas facile parfois de le faire alors qu'on ne voit pas les gens qui nous écoutent. Alors, donc, moi, je suis Marta dos Santos. Je suis la directrice du Château de Chillon depuis 2014. Mais ça fait depuis la création de la fondation du Château de Chillon en 2002 que je travaille ici, avant comme directrice adjointe. Alors, pour présenter d'abord l'institution, donc le Château de Chillon est un monument historique qui appartient à l'État de Vaud. Depuis 2002, il est exploité et géré par une fondation de droit privé d'utilité publique à but non lucratif et qui a en fait la mission de s'occuper de la restauration du château de Chillon, mais en fait aussi de son exploitation dans toute sa globalité. Le château est avant tout un monument, les gens viennent pour voir le château, mais nous avons aussi des collections, donc on est aussi un musée. On est ouvert toute l'année. La particularité du château de Chillon par rapport peut-être à d'autres institutions, c'est que nous ne sommes pas subventionnés pour notre exploitation, donc le financement du château est assuré par ses propres activités, dont la principale est bien entendu la visite du château de Chillon. C'est une activité aussi très saisonnière, dans la mesure où sur, je dirais, les 400 000 visiteurs annuels que nous avons, on fait pratiquement 100 000 avec le seul mois de juillet et le mois d'août. Donc, c'est quand il y a les vacances scolaires, forcément, c'est quand on a le plus de visiteurs et visiteuses, y compris les dimanches et jours fériés. Aussi, la particularité, c'est que le château de Chillon, la majorité de nos visiteurs, c'est d'abord les Suisses, mais 75% c'est des étrangers. Donc, on travaille vraiment avec un public qui vient une seule fois, en principe, au château de Chillon, avec, je dirais, 30% des visiteurs, c'est des groupes. Pour faire travailler le château et gérer le parc, puisqu'on a un parc qui fait à peu près une bande de 1 km, il y a environ 75 collaborateurs et collaboratrices sur l'année, avec bien évidemment, on engage entre avril et octobre une vingtaine de personnes, donc on passe de 55 à 75 personnes à ce moment-là, ce qui fait un équivalent plein temps de 24 équivalents plein temps en basse saison et jusqu'à presque 39 équivalents plein temps entre juin et je dirais septembre. Voilà, ça, c'est une information très intéressante pour les Français, peut-être les Belges, ou enfin voilà, toutes les personnes qui nous regardent, qui ne sont pas suisses. C'est vrai que il y a beaucoup on est habitué en tout cas dans le secteur culturel à travailler en pourcentage réduit, ou alors ce qu'on appelle en contrat auxiliaire, donc c'est-à-dire guide sur appel, ce genre de choses. Juste parce que tu parlais des contrats plein temps, c'est vrai que la majorité des contrats, en fait, enfin en tout cas je parle pour la France, de fait c'est induit que ce soit des plein temps. Donc ce qu'on appelle plein temps, déjà c'est aussi une petite particularité en Suisse, c'est qu'on bosse 42 heures et demie par semaine. 41 heures et demie en ce qui me concerne. C'est vrai, 41 heures et demie. On va dire une moyenne de 42 heures par semaine. Voilà, donc
enfin, je faisais juste cette petite parenthèse pour les non-suisses qui nous regardaient et qui s'étonnaient peut-être de cette donnée. Je ferme la parenthèse. D'ailleurs, pour le château de Chion, sur toute l'équipe, que ce soit les gens qui travaillent au mois ou à l'heure, il n'y a que 2 personnes qui travaillent à 100%. C'est moi-même et la responsable de la boutique. Autrement, même dans la direction, les 2 directrices, la directrice adjointe et la directrice de la programmation, elles sont à 90 et à 80%. Et puis, on peut aller des pourcentages à 5% pour des guides, par exemple les guides japonaises, mais je dirais que la moyenne, c'est entre 30% jusqu'à 70-80%. Mais même les gardiens aujourd'hui, ils travaillent à temps partiel. Et pour ceux qui étaient là depuis très longtemps, c'est une demande aussi qui est venue de leur part. Ouais, je crois que la société évolue de ce point de vue-là, effectivement, tout à fait. Plus de temps aussi pour les hobbies, tout ça. Super. Merci beaucoup. Je me présente moi. Ouais. Tu m'avais demandé alors par rapport à ma formation et mon parcours. Donc à la base, j'ai une licence en lettres, en histoire de l'art et anglais. Et quand je suis arrivée au Château de Chion, j'étais aussi engagée dans une formation continue et j'ai fait le brevet de spécialiste en finance et comptabilité. Donc j'ai vraiment les 2 volets scientifiques et le volet management et surtout budgétaire, très important. Et depuis, on va dire, plus de 20 ans, je complète mes formations annuellement, soit en lien avec des domaines propres au château, au musée, à la conservation, à l'éthique, enfin toutes les choses qui pourraient toucher un monument historique et les expositions temporaires, la scénographie. J'ai aussi fait le cours de l'ICOM et de l'AMS en début de carrière, mais je fais aussi des formations spécifiques au management, à la gestion d'équipe, à la gestion des risques. Et puis la dernière grosse formation que j'ai faite et que j'ai terminée l'année dernière, c'était en DAS à l'Université de Lausanne sur la communication et le marketing stratégique. Donc, en fait, j'arrête jamais de me former pour dire les choses comme ça. Et puis, actuellement, je suis plutôt dans des formations liées à la durabilité et les questions RSO propres aux monuments historiques et aux musées. Voilà. Waouh, quel programme! Super, bah écoute, ça on pourra revenir effectivement sur cette question de la formation continue et la façon dont tu encourages aussi tes collaborateurs à continuer à se former. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous décrire ton style de management en quelques mots? Alors, mon style de management, je dirais qu'il évolue avec le temps. Le style, il va avec les missions qui sont celles de la Fondation, et puis le champ de liberté qui m'est aussi accordé par le Conseil de Fondation, puisque l'organe suprême de la Fondation, c'est un Conseil de Fondation avec 13 membres, des représentants de l'économie, des juristes, mais aussi des représentants de l'État, des monuments et sites, de l'économie, du tourisme. Et puis, mon style, quelque part, est tendu avec la liberté que j'ai pour gérer la Fondation du Château de Chion et avec mes valeurs qui me sont propres. Premièrement, j'ai la confiance du Conseil de Fondation, donc ça aide aussi pour être agile dans ma sphère de compétences. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un... moi, j'aime bien avoir la vue générale des choses. Je n'ai pas besoin de connaître tous les détails. Et donc, j'ai besoin que les gens avec qui je travaille, qu'il y ait vraiment un lien de confiance, et puis que chacun soit responsable de son dicaster. Et puis, moi, mon rôle, c'est vraiment de donner la vision, les objectifs qui ont été fixés par le Conseil de Fondation, qui sont des objectifs qui sont fixés annuellement, mais nous avons déjà aussi des objectifs sur le moyen et le long terme, et il faut en fait que le tout soit aligné avec ces objectifs-là et que la Fondation ait les moyens tant financiers qu'en RH pour pouvoir les faire. Et donc moi j'aime bien avoir une liberté vis-à-vis du Conseil de Fondation, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de micromanagement avec moi, ils n'interviennent pas dans l'opérationnel. Donc eux, ils donnent vraiment, ils sont garants des questions liées vraiment à la gestion du Château de Chion. Et une fois que le budget annuel il a été validé, ou le budget d'un grand projet qui se fait sur plusieurs années, moi je suis libre dans ce domaine-là.
donc y compris pour l'engagement du personnel, comment est-ce que j'organise les activités ici du château. Et c'est la même, j'aime travailler comme ça. J'ai un suivi régulier avec la présidente, le bureau et le conseil de fondation aussi sur l'année. C'est la même chose pour le personnel. Je travaille surtout, les gens qui sont sous mes ordres directs, c'est des responsables, donc la direction. Donc, c'est eux qui gèrent leur propre département, leur budget, leur équipe. Et puis moi, j'ai un suivi régulier et je m'assure bien évidemment que les choses restent cohérentes avec les objectifs fixés. Donc voilà, c'est vraiment, moi j'aime bien être, j'aime pas qu'on soit derrière moi à me dire ce que je dois faire. Donc j'essaie d'appliquer la même chose avec mes collaborateurs et mes collaboratrices. Donc c'est vraiment, je pense, une question de confiance, mais aussi d'agilité, parce que les choses peuvent changer assez vite. On est quand même dans une activité saisonnière. Parfois, il faut adapter les choses. J'aime bien aussi travailler avec des personnes qui sont là aussi, excellent, qui viennent vers moi en disant, ben voilà, il y a ce problème-là, il faut modifier les choses. Ils connaissent mieux que moi leur travail. Donc, si ça reste cohérent et puis que je connais très bien aussi l'activité du château et tous les secteurs, si ça me semble, il faut garder aussi beaucoup de bon sens. Après, c'est, comme je dis, c'est toujours une question. Après, ils ont la liberté d'exécuter, de faire leur travail. Moi, j'ai juste besoin d'avoir une vision globale pour m'assurer que tout soit, enfin, de ne pas être prise au dépourvu. Voilà, ça dans mon style de management, je n'aime pas être, autant j'aime être agile, mais j'aime pas non plus être prise au dépourvu pour des choses qu'on devrait le savoir parce que c'est des choses normales. Je ne sais pas si j'ai été... Bah si, pour moi c'est tout clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. En tout cas, est-ce que tu as l'impression que la manière de manager une structure culturelle, c'est la même que de manager une entreprise autre? Ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a... Alors par rapport au château, évidemment, avec cette question de la saisonnalité, de toute façon, c'est quand même une particularité peut-être par rapport à d'autres entreprises, mais il y a quand même des entreprises qui ont aussi des hautes saisons, entre guillemets, avec des moments peut-être un peu plus chauds, aux alentours de Noël, avec la vente de certains produits, ou arrivée de l'été, ou au contraire arrivée de l'hiver, avec la vente de certains produits ou services. Est-ce que tu as l'impression que la formation, par exemple, en management que tu as eue, finalement, elle te sert autant dans le secteur culturel que dans un autre secteur, ou est-ce que tu as quand même des particularités? Alors, en général, le management reste du management, qu'il soit pour le secteur privé ou le secteur public ou parapublic, je dirais que c'est la même chose, ça ne change pas. La loi est égale pour tout le monde. Donc, pour moi, le management, ce qui change par rapport peut-être à une entreprise lambda, c'est que le travail qu'on fait au Château de Chion, c'est un travail qu'on fait sur la longue durée. On sait pourquoi on travaille, ça a beaucoup de sens ce qu'on fait. Notre objectif principal, notre mission, c'est la préservation du château de Chion pour les générations futures. C'est de les faire découvrir aux personnes d'aujourd'hui, quelle que soit leur provenance, quel que soit leur âge, et c'est de leur donner cette information de la façon la plus fluide possible, la plus adaptée, tout en respectant le monument historique. Donc nous, on a des contraintes, je dirais, qui sont vraiment liées au patrimoine. C'est là parfois qui est différent par rapport à une autre entreprise. On ne travaille pas non plus, nous, pour des questions, pour faire du chiffre d'affaires, entre guillemets, pour faire du bénéfice, même si, en ce qui concerne le château de Chion, vu que nous ne sommes pas subventionnés, on doit savoir ce qui coûte et où est-ce qu'on peut, dans nos activités, où est-ce qu'il y a de la marge pour pouvoir développer des programmes pédagogiques, pour faire de la recherche, pour faire de la restauration, etc. Nous, on doit savoir d'où est-ce qu'ils proviennent les financements différents du château de Chion. Donc, il faut aussi savoir gérer des budgets, même si notre activité est à but non lucratif. Autrement, la gestion du personnel, la gestion du budget, la gestion de comment est-ce qu'on présente pour faire passer les décisions au conseil de fondation, pour moi, c'est la même chose. Et quand je fais des formations, elles ne sont pas spécifiques au secteur culturel. Ce qui peut changer, c'est les règles, c'est l'éthique, c'est les questions que nous, on est affiliés aussi à l'ICOM et à l'AME suisse. Donc, nos activités ont un cadre qui est assez strict.
à ce niveau-là. Mais sinon, pour moi, les questions liées à l'intégrité, le respect des personnes, la transparence, le fait de bien connaître la loi sur la loi du travail, les questions aussi, la loi, le code des obligations, là, n'importe quel responsable, directeur, directrice doit les connaître parce que c'est ça qui lui donne aussi un cadre, puisque moi, je suis garante du respect de celle-ci, puisque je représente l'employeur. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucune différence avec n'importe quelle autre PME, si je peux dire, puisque le Château de Chion est une petite PME. Mais tout à fait. D'ailleurs, tu parles de ne pas faire de profit. Enfin, qu'en tout cas, le but, c'est pas de faire de profit, mais par contre, effectivement, quand même, d'avoir une ligne directrice, une ligne financière, budgétaire qui fasse sens, quoi. Entre guillemets, comme n'importe quel musée, sauf que là, effectivement, dans le secteur privé, on a quand même la nécessité à un moment donné d'avoir un nombre de visites suffisante, notamment pour entrer dans son ou de sponsors ou n'importe, en tout cas, de moyens suffisants pour pouvoir parvenir à ses fins. Et je pense que, avec Sarah, on en est convaincu, on peut tout à fait parler de culture et d'argent. C'est pas du tout des gros mots. Voilà, quand on parle de marketing culturel notamment, et là tu parlais effectivement de formation continue en marketing digital, à un moment donné, effectivement, ça fait partie quand même du jeu dans la culture que de ne pas être complètement déficitaire, même d'être plutôt un tout petit peu à l'aise pour pouvoir justement monter éventuellement des projets un tout petit peu plus ambitieux en programmation culturelle, où on sait qu'il y a des événements qui coûtent. Donc c'est, je pense, effectivement tout cet équilibre entre faire un événement qui de toute façon effectivement va coûter un certain nombre d'argent, mais qui va faire que peut-être la renommée du site, la renommée voilà, du lieu, de l'équipe, etc. Va en profiter, ou alors qu'il y ait tout à coup plus de visiteurs. Enfin, je pense que c'est aussi ça ton rôle, de faire bien attention à ce que tout soit bien équilibré de ce point de vue-là. Et là, je me permets justement de vous interrompre. Il y a une question de Patrick Chibli qui dit « Dans la culture, il y a beaucoup de directeurs et directrices qui n'ont pas continué à se former comme vous l'avez fait, Martha. Au-delà du Château de Chillon, quel est selon vous le meilleur système? Une personne qui allie bonnes compétences managériales et expertise du domaine, profil plus difficile à trouver, en tout cas selon lui, ou une direction bicéphale avec une personne spécialisée en management et une direction historique/artistique ?» Oui, c'est une question qui dans certains pays a été trouvée, puisque par exemple aux États-Unis, ils ont un administrateur et puis quelqu'un qui a l'aura scientifique, si je peux dire. Tout dépend des moyens de l'institution et de la taille de l'institution. Parce que d'avoir deux profils, c'est aussi une question de coût et de ressources. Alors, dans ma vision des choses et de la pratique que je peux faire ici au Château de Chion depuis de nombreuses années, c'est qu'une fois que vous devenez directeur ou directrice, vous n'êtes pas engagé pour faire des expositions temporaires. Vous n'êtes pas engagé pour faire des publications, en principe. Vous êtes là pour gérer une institution dans toute sa globalité. Vous êtes là pour gérer une équipe, pour rendre compte à votre autorité de tutelle. Et ça prend énormément d'énergie. Ce qui fait que, et c'est souvent là où des fois je vois un écueil dans les profils, ou dans les personnes qui passent des fois de conservateur à conservatrice à directeur, directrice d'une institution, c'est qu'ils continuent à faire un peu ce qu'ils faisaient avant, avec en plus la direction d'une institution. Concrètement, il faut faire un choix. Alors, de temps en temps, j'ai des projets où je peux faire aussi de la recherche, où je peux donner... c'est moi qui donne la vision et qui est la responsabilité scientifique et de la programmation. Je veux dire, quand j'ai été choisie comme directrice, c'est aussi parce que j'avais cette vision-là. Je voyais comment positionner le Château de Chion pour le public international, mais aussi pour le public local, quelle était la ligne que je voulais donner pour les expositions temporaires, mais aussi l'exposition permanente. Mais ce n'est pas moi qui fais ça. Moi, je donne je dirais la stratégie à mettre en place, qui est validée par le conseil de fondation, et après, c'est l'équipe qui va faire ça. C'est les gens qui vont vraiment travailler dans les expositions temporaires, dans la médiation. C'est eux qui vont mettre en place et qui vont vraiment réaliser le projet dans son entier, dans sa globalité. C'est plus mon rôle. Parce que si je fais ça, je n'ai pas le temps de m'occuper de la gestion du château, parce que c'est un rôle aussi où vous avez énormément de séances,
C'est très politique aussi. Vous avez beaucoup de contacts avec l'État, avec des prestataires externes. Les séances, ça se prépare. Il y a un suivi après. Et moi, je tiens, et ça c'est une des valeurs aussi de management que j'ai pour moi-même et surtout pour l'équipe, c'est qu'en fait, il faut un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mon objectif de travailler aussi dans la culture, c'est pas de travailler non plus 60 heures par semaine, parce que sinon, je vois pas comment je peux avoir comment je peux garder une certaine, assurer le bon fonctionnement de moi-même. Moi, j'ai besoin de temps aussi pour me ressourcer, pour avoir d'autres activités que celles du Château de Chillon. Donc, je peux pas tout faire et c'est pas pour ça qu'on m'a engagée. Moi, je suis là pour vraiment gérer une institution. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. La moitié de mon temps, c'est consacré pratiquement à la gestion des équipes et du personnel. Et puis, moi, par exemple, j'ai des bureaux qui préparent les conseils de fondation, j'ai des bilatérales avec la présidente, j'ai des conseils de fondation, j'en ai 2 à 3 par année, mais chaque séance que j'ai avec mon autorité du tutelle, c'est 2 semaines de travail minimum, parce que quand on a les séances de conseil de fondation, c'est des séances qui durent 2 heures maximum, 1h30, 2 heures maximum. D'habitude, c'est plutôt 1h30. C'est pas des séances où on débat des choses, c'est plutôt des séances où ils vont valider les propositions qui sont faites en amont par la direction. Donc, je dois préparer les notes qui accompagnent les dossiers, les variantes, les budgets qui vont avec. Je dois aussi regarder si ces budgets ils sont cohérents, quelle est la marge de manœuvre que nous avons en interne? Est-ce qu'il faut faire de la recherche, du financement externe? Ça prend plus de temps, parce que là, on peut être sur 2, 3 ans. Donc voilà, pour pouvoir faire ce travail-là, c'est pour celui-là que j'ai été engagée comme directrice, je ne peux pas faire de la conservation, je ne peux pas faire de la recherche, ou en tout cas pas au niveau que si j'étais conservatrice du château, ou si j'étais muséographe, que j'ai aussi déjà fait ici à Chillon, ou si j'étais médiatrice. Donc, si vous avez la direction et que vous n'êtes qu'une seule personne, c'est-à-dire, et pas 2, comme c'est le cas dans certaines structures, où il y a un administrateur, administratrice, puis un directeur général, etc., vous devez faire de la direction. Donc, il n'y a pas de... Et là, vous devez vous former. Il faut avoir des compétences scientifiques, c'est clair, parce que vous devez comprendre ce que vous êtes en train de gérer. Si je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est une collection, comment est-ce qu'on gère une collection, qu'est-ce qui va autour de la collection, qu'on est là, quel est le travail de restauration qu'on fait, quels sont qu'est-ce qui est vraiment spécifique à la médiation. C'est pas une activité commerciale, hein, c'est vraiment une activité où l'objectif, c'est pour les scolaires. Voilà, moi, je dois comprendre ça pour pouvoir faire correctement mon travail, mais je n'ai pas besoin de le faire, je n'ai pas besoin d'être une spécialiste là-dedans. Donc, il faut avoir des compétences dans le domaine, ça pour moi, c'est indiscutable, parce qu'autrement, on va avoir tendance à gérer une institution culturelle comme une institution commerciale, et là, ça ne va pas, parce qu'on est à la recherche du profit et d'avoir le plus de nombre de personnes sans forcément s'assurer de la qualité de ce qu'on donne comme information. Et ça, il le faut. Mais après, c'est d'autres compétences qu'on nous demande lorsqu'on est en direction. C'est vraiment des compétences politiques, entre guillemets, parce qu'on doit gérer la commune, le canton, des gens qui veulent faire des choses au château, mais qui sont totalement impraticables, parce que c'est dans un monument historique. Et puis, vous avez la gestion d'une équipe et vous êtes la garante ou le garant des missions qui vous ont été données par votre institution. Donc, pour avoir 2 personnes, ça veut dire que c'est une institution qui a un budget très important. Peut-être dans les grosses institutions effectivement américaines. Mais en tout cas, c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, on peut... Enfin, c'est une question légitime. Ça, c'est clair que dans la culture, on est quand même obligé de savoir avec quoi on travaille, quel que soit le musée ou le site patrimonial qu'on gère, pour avoir en fait une idée aussi de ce que l'équipe te demande, tout simplement. Parce que si tu n'as en effet aucune idée
voilà, quand tu parles conservation, restauration, c'est beaucoup plus compliqué à manager. Et d'ailleurs, je rebondis parce que lors de la préparation de ce live, tu me disais quelque chose de super intéressant, c'est que quand quelqu'un changeait de poste, montait en compétences en général, ou même il y a eu des fois où effectivement les gens ont pris des responsabilités, ont décidé finalement de revenir à un poste avec moins de responsabilités, il y avait toujours un temps de formation. Tu laissais pas en fait quelqu'un prendre des responsabilités en plus sans avoir accès à une formation continue d'une manière ou d'une autre, que ça passe par toi, que ça passe par une formation externe, etc. Justement pour éviter d'avoir des managers mis à des personnes mises à des postes de management simplement parce que c'est assez répandu qu'il y a beaucoup de managers qui deviennent managers un peu par, comment on pourrait dire, par longévité dans leur carrière et puis qui tout à coup se retrouvent avec des responsabilités auxquelles ils n'ont pas été forcément préparés et que du coup ils font maladroitement leur travail parce qu'ils n'ont pas justement les clés d'une formation en management. Donc est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment est-ce que tu accompagnes tes équipes justement dans la formation continue? Est-ce qu'il y a un plan officiel au Château de Chillon ou est-ce que ça vient parce que c'est toi qui as cette vision de la formation continue auprès de tes collaborateurs? Alors, bon, c'est déjà une vision que j'ai moi-même. On ne peut pas vous demander de faire autre chose sans vous accompagner, parce que personne n'est né manager avec toutes les compétences et parce que c'est un métier totalement différent. C'est pas parce qu'on est un bon technicien que ça veut dire qu'on va pouvoir savoir gérer une équipe. Et d'ailleurs, moi je pars du principe, si vous voulez avoir la responsabilité d'une équipe ou d'un projet où vous devez gérer des personnes et gérer de l'argent, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas être dans une zone d'inconfort, c'est-à-dire vous devez quand même donner un feedback, parfois c'est un feedback très positif, mais parfois il faut faire corriger des choses. Si ça c'est quelque chose qui vous stresse, vous n'êtes pas à l'aise, il ne faut pas devenir responsable. Parce que c'est inhérent au poste de n'importe quel responsable, vous gérez des équipes, avec tout ce que ça comporte. Donc pour moi, il va de soi. Et nous, on a beaucoup à Chillon des gens qui ont gradé. On a cette culture-là, quand on voit qu'il y a des gens qui ont atteint leur... enfin voilà, je vois qu'ils ont envie d'autre chose, etc. On a énormément fait de la promotion interne. Mais pour cela, il faut accompagner les gens. Alors, il y a déjà une partie de la formation qui est faite, alors par moi, parce que j'ai des compétences budgétaires et aussi des compétences, je connais très bien la loi sur la loi du travail, etc. Donc, il y a déjà une formation en interne qui est assurée. Et puis après, il y a une formation qui est faite en externe et il y a 2 types de formations qu'on fait à chaque fois. Il y a une formation propre à la gestion du personnel, à la gestion des équipes, à la gestion des projets, où là, ils vont le faire à l'externe. Souvent, c'est le centre pédagogique de l'État de Vaud, parce que nous, on peut faire les formations là-dessus. Donc, c'est des formations qui durent au minimum une semaine. Ça, c'est la formation de base. Après, ils reçoivent aussi des formations sur la gestion des absences, sur la gestion aussi des évaluations, sur le feedback. Donc, ça, c'est des journées supplémentaires qui vont se faire. Souvent, il y a, dans la première année, là, il y a plus de formation parce que les gens démarrent un nouveau poste. Donc là, ça peut être jusqu'à 15 jours de formation par année. Ça dépend en fait ce que le collaborateur ou la collaboratrice a déjà comme formation de base. Certains l'ont déjà, d'autres pas du tout. Voilà, donc ça, il y a une formation qui est donnée en interne et en externe. Et puis après, en fait, ça ne s'arrête pas la première année. Après, ça continue toutes les années. Les responsables ont aussi des formations. Et puis après, nous avons aussi des formations qui sont plus liées à la culture d'entreprise et au travail en équipe, parce que les responsables, enfin, ils ne font pas leur travail de leur côté. Non, c'est vraiment un travail d'équipe, parce que pour que le château puisse s'ouvrir au public, c'est tous les services qui doivent travailler en bonne intelligence. Et là, on fait des formations qui sont données par quelqu'un en externe. Il y a une entreprise qui nous accompagne. L'année prochaine, par exemple, tous les responsables auront 7 jours de formation et qui va vraiment être axé sur le management. Et puis les gens, ils ont à chaque fois, ils vont pouvoir... C'est un travail qui se fait avec les différents responsables de service
Et puis, ils vont pouvoir en fait discuter de problèmes qu'ils ont ou des incertitudes. Et puis, la personne qui est là va les accompagner pour les aider. En fait, souvent, les gens connaissent déjà la réponse. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut formaliser cela. Et puis, c'est des piliers proprement à la culture d'entreprise qui est celle de la fondation. Et quand on passe quelqu'un d'un poste à l'autre, il y a aussi un accompagnement pour faire la transition. Et là, c'est vraiment aussi en externe avec juste la personne et puis l'entreprise qu'on aura choisie. C'est une sorte de coaching c'est une discussion d'abord au préalable avec moi, parce que souvent je connais déjà bien la personne, je sais quels sont les points où il faut être attentif. Et puis voilà, c'est une question de posture. C'est comment est-ce que la personne passe de collègue, copain parfois, à responsable hiérarchique. C'est une fonction totalement différente. Donc, il y a aussi une question de posture, c'est comment est-ce qu'il communique, comment est-ce qu'il se présente. Et ça, il faut aussi un accompagnement qui se fait aussi lorsqu'on change, lorsqu'il y a une transition. Donc voilà, ça c'est des choses. Puis après, il y a bien sûr des formations plus propres au château qui sont annuellement, comme tout ce qui est la question de sécurité. Tous les responsables chez nous et les gardiens doivent pouvoir gérer tous les incidents qui se passent au château. Et comme nous avons aussi beaucoup de public, on a la masse, on a des formations qui intègrent ça toutes les années pour qu'il y ait le moins de problèmes. Les gens, ils n'ont pas besoin de réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Ils savent déjà, ils ont la procédure, ils savent qu'ils doivent appeler, etc. Et puis, c'est une formation qui est donnée aussi au tout le personnel. Toutes les années, il y a des rappels là-dessus, y compris aussi les questions d'accueil. Tout ce qui est le niveau de l'accueil, on a une charte d'accueil. Et ça, c'est aussi un travail qui se fait régulièrement, des rappels, etc., etc. Donc voilà, pour les responsables, il y a plus de formation. Ou alors, c'est des collaborateurs ou collaboratrices qui ne deviennent pas forcément des responsables, mais qui prennent des responsabilités sur d'autres domaines. Et à ce moment-là, ils sont formés spécifiquement sur ces domaines, comme par exemple un médiateur chez nous qui a des compétences aussi dans la rédaction excellente. Et puis, il y a eu l'opportunité qu'il se forme dans la rédaction web pour pouvoir aussi faire des textes sur nos réseaux sociaux qui soient plus adaptés pour le référencement de Château de Chillon. Donc voilà, les choses changent, les compétences qu'on nous demande changent, les questions par exemple pour le marketing, tout ce qui est digital, ça prend plus de place, ça prend plus de temps. Donc en interne aussi, les choses qui sont spécifiques à un métier, il faut faire de la formation continue tout le temps parce que la responsabilité d'une entreprise, c'est aussi que chacun de ses collaborateurs et collaboratrices reste toujours employable. C'est-à-dire que à Chillon, mais ailleurs, et pas que parce que en fait, les métiers changent énormément. Des fois, les lois aussi changent, les règlements. Donc ça demande un suivi qui se fait régulièrement. Et moi, je suis convaincue que si on ne forme pas le personnel, on fait de mauvais travail. Dis donc, c'est impressionnant parce que franchement, c'est quand même pas. Je pense que Sarah, tu seras d'accord avec moi, dans toutes les structures, qu'on a comme ça une idée en tout cas d'avoir des plans de formation aussi réguliers, en effet, du plus général au plus spécifique, entre guillemets, en fonction des besoins, avec cette agilité dont tu parles depuis le début, sur les missions qui peuvent évoluer, sur les objectifs qui peuvent évoluer, et puis la réalité de la société. Et puis du coup, on arrive déjà à la fin de notre live, ça passe tellement vite, j'avais plein d'autres questions, mais je m'étais dit, dans les compétences d'un manager, il y a peut-être le côté comment gérer la pression et peut-être les moments les plus compliqués à gérer pour une structure. Est-ce qu'en en quelques mots, tu peux nous dire c'est quoi ta botte secrète pour garder ton sang-froid dans les moments peut-être de stress ou de un peu plus complexes à gérer, que ce soit... comme on disait, si on touche du bois, mais si le château brûle, c'est pas toi qu'il faut appeler, c'est bien les pompiers, ça c'est sûr. Hein. Mais par contre, il y a peut-être d'autres difficultés au quotidien auxquelles tu dois faire face. Et comment est-ce que tu arrives en fait à gérer ça? Est-ce que tu as l'impression qu'avec les années, ça va aussi de mieux en mieux? C'est quelque chose que peut-être tu as appris en formation? Alors tout ça prend dans la vie. Pour gérer la pression inhérente au poste que j'ai et aux choses des fois que je dois faire et peuvent être très difficiles, comme par exemple licencier du personnel. En tout cas, moi, personnellement, je ne le fais jamais facilement. Pour moi, c'est une des choses les plus dures que je dois faire dans mon travail. Ça se prépare. Alors, tout se prépare.
On fait jamais aucune séance, aucune chose où on sait que ça va être difficile parce qu'on connaît, tout se prépare. Et ça, c'est des formations. C'est comme quand vous devez recadrer quelqu'un, ça se prépare. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, donc il faut être préparé pour éviter de partir et de perdre ses moyens. Après, une de mes forces, c'est que moi, face aux gens, je peux garder je suis très calme, mais parce que je me suis préparée. Ce qui ne veut pas dire que je ne sois pas extrêmement stressée. Moi, je suis quelqu'un aussi du type très angoissé, mais maintenant, à 50 ans, je me connais, j'ai des choses qui m'améliorent. Donc, c'est aussi une hygiène de vie qu'il faut avoir. Et c'est d'avoir aussi dans l'institution, ou avoir je dirais, dans son réseau proche. Ici au château, j'ai 1, 2, 3 personnes de confiance qui sont capables de me dire les choses que je n'ai pas forcément envie d'écouter. C'est aussi des gens avec lesquels je peux discuter lorsque les choses sont très difficiles, ou alors des fois je le fais aussi en externe. Quand il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire, comme lorsqu'il y a eu le Covid, à ce moment-là, moi je vais me faire accompagner par quelqu'un d'externe qui est totalement neutre, pour pouvoir sortir du côté émotionnel de la chose et pouvoir faire mon travail sans en tomber malade. Parce que le risque aussi est là, c'est que dans une position comme la mienne, c'est d'avoir cette impression qu'on peut tout faire, tout maîtriser, alors que pas du tout. Il faut savoir demander de l'aide, il faut rester aussi humble. Mais ça s'apprend, et surtout, il faut avoir des gens dans son entourage qui aussi sont capables de nous donner un bon feedback, pour que nous-mêmes, on puisse aussi modifier nos comportements lorsqu'ils ne sont pas adaptés, ou que, par exemple, il y a des fois des choses que je ne me rends pas compte, donc j'ai quelqu'un de mon équipe qui va me dire, ah, cette personne, ça ne va pas, elle n'est pas très bien, etc. Donc, puis des fois, il suffit que je le sache, puis voilà, je vais adapter aussi, je vais peut-être passer plus de temps avec, etc. Montrer de l'intérêt, mais d'un côté informel aussi, puisque le climat de travail, ça se travaille, c'est vraiment un travail d'équipe, mais ça doit aussi venir de moi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je gère les questions je dirais, liées à la pression, et aussi parce que j'ai un cadre qui est très précis. Je sais qu'est-ce que je dois faire, c'est très clair avec le conseil de fondation, je sais quels sont les moyens dont j'ai à disposition, je sais quelle est ma marge de manœuvre, je n'ai pas besoin d'être dans la justification avec mon conseil de fondation, avec ma présidente, et ça peut faire toute la différence. Parce qu'au lieu de consacrer mon énergie à convaincre sur le bien fondé des actions qu'on fait au château de Chillon, c'est que j'ai des objectifs qui sont précis, je dois rendre des comptes, c'est très quantifiable, ce qui dit, et c'est la même chose que je demande de la part de mon équipe, ce qui permet de faire des feedbacks qui sont donnés sur les choses et pas sur les personnes ou sur les comportements. Et ça m'aide à gérer les moments de stress. Et puis après, voilà. Et après, il faut prendre soin de soi pour pouvoir y arriver. Mais ça, c'est un bon conseil, effectivement. Mais comme tu dis, de prendre les choses très pragmatiquement. C'est pas les gens, c'est les compétences qui peuvent être mises éventuellement en compte. Et donc, ça veut dire que tu as une partie de ton équipe qui peut éventuellement te redire aussi, ou te remettre en question parfois cet aspect d'être ouvert à la critique éventuellement de certains membres de ton équipe. Tu disais en qui tu as confiance et qui pourraient te dire éventuellement, tu t'es peut-être pas rendu compte, mais là, il y a ça, ou ce genre de choses. Donc, d'être aussi dans les deux sens, quelque part ouvert à... Enfin, que ton équipe soit ouverte évidemment à la critique constructive, mais que toi aussi tu puisses entendre ça pour continuer à évoluer. C'est super chouette. En tout cas, je pense que c'est un cadre effectivement très rassurant de travail pour toi comme pour eux, elles, enfin l'équipe, dans son entièreté. Du coup, 13h10, on va essayer de conclure maintenant, voilà, pour essayer de respecter le contrat qu'on s'est donné avec les personnes qui nous regardent. Martha, un immense merci, c'est vraiment passionnant. Ces questions de management, je pense qu'on pourrait en faire un cours à part entière juste avec toi, en effet. S'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas peut-être à te contacter directement si des personnes... c'est vrai qu'on a...
On n'en a pas forcément Effectivement, il y a parlé. eu des questions en fait après très globales sur les différences entre territoire français et suisse auxquelles j'ai essayé de répondre avec les connaissances que j'ai, ou en tout cas sinon, n'hésitez pas, comme dit Anne-Sophie, peut-être contacter Martha, mais aussi, je pense qu'il y a pas mal de littérature. Quelqu'un a aussi cité son travail de mémoire qui peut être disponible, donc n'hésitez pas à contacter cette personne, regardez dans les commentaires après le live. Mais effectivement, Martha, il y a plein de questions qui ont été soulevées et qui touchent beaucoup, beaucoup de personnes, et on peut le voir dans les commentaires qui sont très riches. Ouais. Écoutez, on peut me contacter sans problème par messagerie sur LinkedIn. Je réponds volontiers à toutes les questions qu'on me posera. Ah bah, c'est vraiment gentil. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. Et puis, on se retrouve pour le prochain LinkedIn Live au mois de novembre. Ce sera sur le no-code en médiation culturelle. Comment est-ce qu'on peut faire de la médiation numérique sans savoir coder pour les médiateurs qui, comme nous, ne sont pas forcément formés à toute l'écriture code. Un grand merci Martha et puis un bon appétit à tous et à toutes. À bientôt. À bientôt, merci.